Salut, c'est qui a tout lu. Je me suis rendu compte ce soir que ça faisait 2 mois que je ne vous avais pas fait de vidéo. Ça fait longtemps, je pensais pas que ça faisait aussi longtemps. J'ai eu envie de faire une pause, un petit moment, voilà, je rentrerai pas dans les détails. Mais j'avais pas envie de me forcer parce que j'étais sûre que vous alliez le sentir si je me forçais à vous faire une vidéo. Donc là ce soir j'ai eu envie enfin de vous faire un petit bilan lecture des 2 derniers mois. J'ai pas énormément lu parce qu'il y a notamment un livre sur lequel j'ai traîné plus d'1 mois je crois. Donc du coup j'ai pas lu énormément, mais par contre il y a quelques pépites. Il y a 3 énormes coups de cœur, voire même plus que 3. Vous allez voir ça tout de suite. Donc à la fin de la dernière vidéo, je lisais le final de True Blood par Charlène Harris, donc là c'est chez J'ai lu. Que dire de ce final? Alors je suis contente d'avoir enfin terminé une saga, mais clairement je trouve que c'est du foutage de gueule. Enfin voilà, cette fin. Combien? 13 tomes pour ça. Et je crois qu'il y a eu un 14e tome, genre je sais pas, 5 ans, 10 ans après, que sont-ils devenus? Sérieusement, j'ai pas du tout envie de le lire, j'ai été déçue par la fin de cette saga. Je m'étais lancée parce que j'avais bien aimé la série, j'avais envie de lire, et en fait je me dis non Agathe, fais plus jamais ça, c'est horrible, sincèrement, Si vous aimez vraiment le fantastique, les vampires, etc., oui, allez-y. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, et là, j'ai vraiment été déçue. Ensuite, j'étais en train de lire, je ne l'ai pas là, je l'ai laissé au travail, le tome 1 des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Donc le tome 1, c'est La fortune des Rougon. Voilà. Donc j'avais jamais lu de Zola, en fait. J'avais toujours eu envie de les commencer dans l'ordre. Donc c'est pour ça que je m'étais jamais lancée. Et là, j'ai commencé par le tome 1. Et je m'attendais à ce que ce soit barbant, plein de descriptions à n'en plus finir, je m'attendais à m'ennuyer. Et en fait, j'ai été emportée dès les premières pages. J'ai adoré. Mais sincèrement, je me suis pris une claque avec Zola. Donc ça, c'est vraiment mon premier coup de cœur là, dont je vous parle dans ce bilan. Zola, j'ai adoré. J'ai trouvé sa plume très facile à lire. Très poétique, voilà, c'est vraiment très bien écrit. Zola, c'est pas pour rien en fait que c'est un de nos plus grands auteurs et que les Rougon-Macquart sont considérés, toute la série, comme un des plus grands classiques de la littérature française. Vraiment, j'ai compris. Donc La fortune des Rougon, on suit en fait... comment résumer La fortune des Rougon? On va dire que ça parle de révolution, de lutte de pouvoir, de secrets de famille, de lutte familiale, d'histoire d'amour. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour tout résumer. On se trouve dans un petit village et donc il y a une femme qui a des enfants de 2 pères différents. Des enfants avec Rougon et des enfants avec Macquart. Et voilà, c'est comme ça que commence l'histoire des Rougon-Macquart. Et voilà, on a vraiment tout le début, parce que c'est ça les Rougon-Macquart. C'est l'histoire de la fatalité de la vie. Voilà, et les Rougon-Macquart, toute leur vie, ils vont être maudits. Il n'y a jamais rien de bien qui va leur arriver. Et donc là, c'est le départ. On comprend pourquoi cette famille va être maudite à l'infini, quoi. Et j'avoue, je l'ai lu, c'était la fin de l'hiver, janvier, février, les périodes où on est un peu déprimé. Et j'avoue qu'il y a des moments où c'est lourd, quoi. Voilà, ne lisez pas ça si vous êtes dépressif, c'est pas facile, mais c'est tellement beau. Voilà, mais on a tout ce début et c'est passionnant, quoi. J'ai adoré découvrir ça. Voilà, parce que forcément tout le monde connaît les Rougon-Macquart même sans les avoir lus. Et voilà, découvrir la genèse, j'ai adoré, ça m'a passionnée. Et puis il y a bien sûr Silver et Miette. Cette histoire d'amour magnifique. Silver et Miette font partie pour moi des plus belles histoires d'amour de la littérature. Silver et Miette sont pour moi maintenant au niveau de Marius et Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas rien. Cette histoire d'amour tragique, sincèrement, Zola m'a déchiré le cœur. Mais cette histoire d'amour fait que, voilà, La fortune des Rougon restera à jamais comme un des plus beaux livres que je n'ai jamais lu. Et je suis pressée de continuer à lire
cette saga familiale. Je suis pressée de voir ce que les Rougon et les Macquart vont devenir. Ensuite, j'ai lu Robin Hood, le tome 3 du Fou et de l'Assassin, en quête de vengeance. Donc j'en ai déjà parlé, ça c'est chez Pygmalion, donc c'est sorti en février, début février je crois. Et donc si vous me suivez, j'ai déjà parlé des 2 premiers tomes, donc c'est la suite de l'Assassin Royal, donc c'est je sais plus 20 ans ou 30 ans après. Et donc là c'est le 3e tome. Mon dieu, mon dieu, ce 3e tome, une claque, mais tout ce qui se passe, mais il se passe des choses, je veux pas trop en parler parce qu'il faut pas que je spoil déjà les 2 premiers tomes, l'Assassin Royal non plus, mais si vous avez lu l'Assassin Royal, il se passe dans ce tome des choses qu'on attend depuis le tome 1 de l'Assassin Royal. Il se passe des choses de malade. J'ai pleuré à tellement de reprises dans ce livre, j'ai eu envie de le relire dès que je l'avais refermé. Mais là, Robin Hood donne à Fitz, mais je crois que je l'avais dit pour le tome 1. J'avais dit Fitz a enfin une vie de famille, etc. Et on trouve ça beau, il a toujours mérité. Mais alors là, oh là là, alors là, dans ce tome, je peux pas vous spoiler, ça m'énerve, j'ai envie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il retourne à Castelcerre. Il retourne à Castelcerre et... Fitz, chevalerie loin-voyant, ne sera plus jamais le même. Ensuite, j'ai voulu découvrir un 2e auteur classique que je n'avais jamais lu, que j'avais toujours voulu découvrir. Je m'étais dit, j'ai eu une tellement belle surprise avec Zola que, allez, lançons-nous. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du club lecture de Victoria, dont je vous ai déjà parlé avec le Cirque des Rêves. Et donc c'est Jules Verne, L'île mystérieuse, et c'est le livre que j'ai mis plus d'1 mois à lire. Sincèrement, voilà, là j'ai pas été convaincue. En fait, ça fait 800 pages, ça commence à être bien à la page 600. Comment dire Ouais, non, c'était l'horreur. Donc c'est 5 hommes ou 4 5 hommes qui échouent sur une île déserte, mais l'île est pleine de ressources et en fait ils ont tout pour survivre, donc ils s'en sortent très bien sur l'île, mais il se passe des choses étranges et donc voilà, il faut découvrir le mystère de l'île. Sincèrement, les 600 premières pages, c'est seulement des descriptions scientifiques, des descriptions à rallonge, des formules mathématiques, des formules arithmétiques. Et non, sincèrement, je me suis ennuyée à mourir. Je suis contente d'avoir persévéré parce que oui, voilà, les 200 dernières pages sont sympas. Et puis j'ai enfin lu un Jules Verne, j'ai enfin découvert. Sincèrement, j'aime lire le texte intégral quand je lis une œuvre. Mais je crois que la version abrégée m'aurait largement suffi. Pendant que je lisais Jules Verne, j'ai commencé un livre au travail qui s'appelle, c'est pareil, je ne l'ai pas là parce que je l'ai emprunté à la librairie, qui s'appelle Les Braises de Sándor Márai, qui est un auteur hongrois. Et alors là, voilà, pareil, une claque, c'est un auteur que je ne connaissais pas. Et ouais, je me suis pris une claque. J'ai pleuré en vous parlant de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig dans ma dernière vidéo. Je pense que si je vous avais parlé des Braises tout de suite après l'avoir lu, j'aurais pleuré aussi. Au niveau de l'ambiance, au niveau de... comment dire, au niveau de l'épanchement de sentiments, on va dire. Si vous avez aimé Stefan Zweig, vous pouvez lire Sándor Márai sans aucun souci. Celui que j'ai lu, là, Les Braises, c'est un poche tout petit qui fait 170 pages, donc c'est comme Lettres d'une inconnue. Courez-y, lisez ce livre, je vous jure, c'est une merveille. Donc l'histoire, c'est 2 amis d'enfance, 2 hommes qui ne se sont jamais quittés toute leur vie, jusqu'à ce qu'un jour, il y en ait un des 2 qui disparaisse. Et il y en a un qui attend 40 ans. 40 ans, il attend que l'autre revienne. Sans jamais demander d'explication, sans jamais essayer de le contacter. Juste, il attend. Et un jour, au bout de 40 ans, l'autre revient enfin. Et c'est l'histoire de cette confrontation. Et c'est absolument bouleversant.
Du coup, ça fait longtemps que je l'ai lu. J'avais tellement de phrases et tellement de mots pour vous en parler, et là, je les ai plus. Sandor Mare arrive à décrire la relation humaine d'une façon, avec d'une telle justesse. Voilà, c'est ça. Justesse, la justesse des mots. C'est ça, Sandor Mare. Donc, ce qui vous explique, c'est que dans les relations humaines, il y a toujours 2 poids 2 mesures. On peut être fou amoureux l'un de l'autre, on peut partager une amitié, mais au final, comme chaque être est différent, on peut jamais avoir la même relation d'un côté comme de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc Sandor Mare arrive à vous décrire ça, et à vous le faire comprendre, et à le retranscrire avec une justesse incroyable. Voilà. Et c'est absolument merveilleux, ça se lit très vite. L'ambiance est géniale, on est tout de suite emporté dans ce Vienne du 19e siècle et voilà, c'est juste merveilleux. Quand j'ai fini le livre, tout ce dont j'ai eu envie, c'est de lire un autre livre de lui. Et donc là, on a commandé à la librairie, je n'ai plus le titre, mais on a commandé d'autres livres de lui parce qu'avec ma collègue, on est absolument fan et on a envie de les lire. Donc je pense que je vous reparlerai de cet auteur très bientôt. Il a eu un prix Nobel. Et il le mérite, c'est amplement mérité. Lisez Les Braises de Sandor Mare. J'ai aussi lu en même temps que Jules Verne Palimpseste, le tome 1 impressionniste d'Emmanuel Ninck chez Le Chat Noir. Donc comme d'habitude chez Le Chat Noir, une couverture magnifique. Donc de quoi ça parle? Des archéologues, ça se passe au 19e siècle à Paris. Des archéologues trouvent une statue de la Pythie en Égypte, je crois, non, à Delphes. C'est où Delphes? Bref, ils trouvent une statue de la Pythie et ils la ramènent au Louvre pour une exposition. Et il commence à y avoir des événements surnaturels. À la vie parisienne se superposent des scènes du passé et des scènes du futur. C'est des illusions d'optique en fait. Et ça se superpose à la scène habituelle. C'est comme là, si d'un coup, je sais pas, par exemple, si Louis XIV avait habité chez moi, et ben là, d'un coup, pendant que je vous parle, pourrait y avoir Louis XIV qui passe derrière moi, ou pourrait y avoir quelqu'un de l'an 3000 aussi, enfin, voilà. Et donc, il se passe ça, et il y a un agent de surveillance du Louvre, et une jeune femme, une dessinatrice, qui essaie d'aider à trouver la source du phénomène et essayer d'enrayer les phénomènes surnaturels, parce que bon, c'est quand même un peu embêtant quoi, quand d'un coup t'as Louis XIV qui se ramène devant toi, ça fait un peu bizarre quoi. Bref, et bah bien sûr il va y avoir une histoire d'amour, forcément une histoire d'amour, et j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, Emmanuel Ninck écrit très bien, ça se lit très facilement. J'avoue que j'ai quand même trouvé quelques longueurs à certains moments. Il y avait certains moments où j'avais envie que ça avance un peu plus, mais c'est bien écrit, on se laisse emporter. On sent que Emmanuel Ninck c'est très bien documenté. Vraiment, voilà, on sent que c'est un peu, je pense, un peu aussi une historienne, Emmanuel Ninck. Voilà, c'est plein de détails du passé, du futur, du présent. C'est absolument génial. J'ai appris énormément de choses aussi sur la vie au 19e siècle à Paris. Et aussi sur la vie dans le passé, parce qu'ils vont dans beaucoup de scènes du passé. J'ai vraiment beaucoup apprécié de découvrir tout ça. Les personnages sont vraiment très bien décrits, très détaillés, et enfin ils sont réels en fait. Et c'est ça aussi en fait. Ça paraît pas gros quoi. Elle arrive à nous faire croire que oui, effectivement, voilà, il y a eu la Pythie un jour au Louvre et il s'est passé ça. Et c'est plausible parce que c'est vraiment bien écrit. Et vraiment, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ma seule question, c'est, je ne vois pas ce qu'elle va pouvoir faire dans le tome 2. J'avoue. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup, et je pense que quand le tome 2 va sortir, je vais le lire parce que là je vois pas du tout comment elle pourrait continuer cette histoire, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très intéressant, très détaillé, bien écrit, et on s'attache au personnage, et il y a plusieurs moments où j'ai eu les larmes aux yeux, et où il se passe des moments qui vous émerveillent en fait, et vraiment, ouais, j'ai adoré. Les éditions du Chat Noir me l'ont envoyé.
gracieusement, et je suis très contente d'avoir été tirée au sort pour ce livre. Je remercie les éditions du Chat Noir et je remercie Emmanuel Ninck pour ce très beau moment. Ma copine Patatra, que vous connaissez forcément, l'a lu aussi. Il me semble qu'elle en parle dans un de ses derniers bilans lecture. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé de vidéo YouTube, donc voilà, mais il me semble qu'elle en parle et je sais qu'elle a adoré elle aussi. Donc courez voir sa vidéo et courez lire Palimpseste, le tome 1, Impressionnisme d'Emmanuel Ninck. Et je vais finir avec un dernier coup de cœur, Rose de Tatiana de René. Alors ça c'est ma copine Cyrielle de la chaîne Tête de Litote qui avait organisé un concours pour ses 500 abonnés je crois, et elle m'avait tiré au sort, et on devait choisir un livre de poche qu'elle nous avait donné envie de lire dans ses vidéos, donc moi j'avais choisi celui-là. Et j'ai adoré, un coup de cœur incroyable. D'ailleurs je vais le commander pour le vendre à la librairie. Et voilà, donc c'est un roman épistolaire. En fait, il n'y a pas de réponse, c'est un peu comme Lettre d'une inconnue. C'est une femme qui écrit une lettre à son mari. Donc elle est veuve, elle écrit à son mari pour... voilà, c'est sa dernière lettre, sa lettre d'adieu. Elle veut tout lui raconter, tout lui expliquer, ne plus rien lui cacher et lui dire au revoir. Ça se passe sous le Second Empire à Paris, au moment où le baron Haussmann a décidé de mettre en place les grands boulevards, donc par exemple les Champs-Élysées, etc. Et on connaît pas trop cette période, enfin on connaît cette période de l'histoire, mais c'est vrai qu'on s'y intéresse pas trop. Quand on marche dans Paris, qu'on voit les Champs-Élysées, etc., on se demande pas ce qu'il y avait avant en fait. Et donc là, Tatiana de René prend le parti de nous parler de ce qu'il y avait avant. Et donc la femme qui écrit cette lettre, Madame Rose, en fait, elle vit dans une petite maison qui va être rasée, parce qu'il y a énormément de maisons, de monuments qui ont été rasés pour qu'on puisse construire les grands boulevards, pour qu'on puisse assainir Paris. C'était nécessaire, voilà, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas au fait qu'il y a énormément de personnes qui ont tout perdu à ce moment-là. Donc Madame Rose, on lui propose une compensation financière pour détruire sa maison. Et elle ne veut pas, parce qu'elle a trop de souvenirs dans cette maison, et elle ne veut pas la quitter. Et donc elle écrit à son mari une lettre d'adieu. Et c'est absolument magnifique. C'est très intéressant de découvrir cet envers du décor. Et Tatiana de René est une superbe conteuse. J'avoue, je n'ai pas été emportée dès les premières pages. Je m'attendais vraiment à ce que l'écriture m'emporte dès le début. Sincèrement, au début, je me suis dit, oui, c'est bien écrit, mais pour le moment, je suis pas hyper transportée. Jusqu'au moment où Tatiana de René nous fait rencontrer deux personnages et nous parle d'une histoire d'amitié entre deux femmes. Donc jusqu'au moment où Tatiana de René nous parle de sentiments. Et alors là, mais là, tout de suite, j'ai eu une boule dans la gorge et je pouvais plus m'arrêter de lire. La façon dont elle décrit les sentiments, les relations entre les personnages, l'amour, l'amitié, la fidélité, la douleur. Mais alors là, quand elle parle de ça, quand elle vous écrit ça, vous ne pouvez pas ne pas être touché. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré comme rarement j'ai pleuré en lisant un livre en fait. Il y a un moment où Madame Rose écrit à son mari et où en fait elle lui dit tout ce qui lui manque. Elle lui dit voilà, tu es mort et ce qui me manque c'est ça. Et elle décrit toutes les petites choses de la vie auxquelles on ne fait pas forcément attention. Mais après quand quelqu'un disparaît, c'est celle qui reste. Et le moment où elle décrit ça, ça m'a bouleversée parce que je me suis dit oui, moi un jour aussi je vais perdre l'homme que j'aime, l'homme avec qui j'aurais passé ma vie, et ça m'a bouleversée. Et voilà. Et Tatiana de René me fait pleurer comme Stéphane Zweig me fait pleurer quand je vous parle de Lettre d'une inconnue. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Lisez Rose de Tatiana de René. Voilà, une claque encore, un coup de cœur incroyable.
Je pense que j'ai été hyper fouillie, j'ai l'impression que cette vidéo est très longue. Voilà, ça faisait 2 mois que je vous avais pas parlé, j'avais beaucoup de choses à dire. En ce moment, je suis en train de lire le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'ai lu à peu près 200 pages, j'adore. Je vous promets, j'essaie... Non, je peux pas vous promettre parce qu'on sait jamais. Je vais essayer de ne pas mettre 2 mois à vous reparler de mes lectures. Parlez-moi de vous en commentaire, parce que du coup ça fait longtemps, vous m'avez manqué. À bientôt, plein de choses.